Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'article Constraint Induced Dysalgia Therapy Case Report créé par Rojman et ses collaborateurs. Sur cette slide, vous pouvez voir le plan de notre présentation. C'est un article assez récent qui a été publié en 2019 par des auteurs belges dans l'Annals of Rehabilitation Medicine. Il s'agit du premier article qui parle de la thérapie induite par la contrainte appliquée à la dysarthrie. Ils l'ont donc nommé Constraint Induced Dysalgia Therapy. Qu'est-ce que la thérapie induite par la contrainte ? Dans la littérature et dans la pratique clinique, nous retrouvons fréquemment la dysarthrie ou l'aphasie associée à des déficiences motrices suite à des lésions cérébrales et notamment suite à un AVC. La thérapie induite par la contrainte, CIT, est fréquemment employée pour cibler la plasticité cérébrale qui implique une réorganisation de l'activité cérébrale. Elle permet d'éviter le syndrome de non-utilisation apprise, c'est l'inhibition acquise du mouvement suite à des lésions du système nerveux central et qui va engendrer une perte de connexion neuronale. Elle fait référence au premier principe de la CIT, c'est-à-dire que l'on va limiter l'utilisation du membre supérieur sain pour favoriser l'activation du membre supérieur atteint. La CIT est basée sur 3 grands principes. Le premier, c'est la contrainte, c'est-à-dire que l'on va contraindre le patient à utiliser ce que l'on souhaite rééduquer. Souvent, nous allons alors enlever les dispositifs de soutien. On peut faire référence au principe de use it or lose it, principe de plasticité cérébrale. Le deuxième principe, c'est la thérapie intensive. Pour toujours cette plasticité cérébrale, plusieurs principes sont importants comme spécificité, répétition, etc. et notamment le principe de thérapie intensive. En effet, un certain seuil d'intensité est nécessaire pour causer des changements neuronaux. Et le dernier principe, c'est le principe d'augmentation graduelle de la difficulté que l'on va faire en fonction de la visée fonctionnelle. On va être graduel dans le temps où l'on contraint le patient, dans la tâche que l'on va proposer et dans les outils que l'on va retirer ou proposer au patient. Et à côté de ça, comme dans toutes les thérapies logopédiques, il est très important de favoriser le transfert dans les activités de la vie quotidienne et de favoriser des exercices à la maison. Concernant les formes déviantes de la CIT, elle a été retrouvée dans les troubles moteurs des membres supérieurs. On parle alors de CIMT, Constraint Induced Movement Therapy, mais aussi dans l'aphasie, CIAT, Constraint Induced Aphasia Therapy. Elle a aussi été retrouvée pour traiter les infirmités motrices cérébrales, les affections du système nerveux central ou encore les résections de zones motrices dans le cerveau. À propos de la CIMT, c'est une des interventions les plus efficaces après un AVC pour les membres supérieurs parétiques. On va retrouver une pratique intensive et graduelle, jusqu'à 6 heures par jour pendant 2 semaines, donc constitue dans du conditionnement opérant, et une utilisation forcée, contrainte, du membre atteint pour que le patient l'utilise au moins 90% de son temps d'éveil. Les effets observés sont significatifs à la fois en post-thérapie et en follow-up sur différents points. Concernant la CIAT, c'est une technique performante pour améliorer le langage sur des tâches de langage oral et de langage écrit. Pourquoi ? Parce que parfois, certains aphasiques font un effort minimal dans leur communication et vont même jusqu'à éviter certains mots ou certains énoncés. On va donc les contraindre, les forcer à utiliser le langage verbal de manière intensive et graduelle, de 2 à 3 heures jusqu'à 14 heures par jour pendant 2 semaines. À propos du cas clinique présenté dans cet article, c'est une femme de 33 ans dont sa langue maternelle est le néerlandais. Elle présente une dysarthrie flasque, a fait un AVC ischémique du tronc cérébral suite à une dissection de l'artère vertébrale droite. Elle présente également un lock-in syndrome. Elle a été admise pour 2 ans dans le service de réhabilitation. Elle présente des troubles associés comme une quadriplégie spastique, une dysphagie et une anartrie. Elle est dépendante à 100% pour les activités de sa vie quotidienne et à son entrée dans le service, elle communiquait principalement par des mouvements oculaires et par des légers secouages de la tête. La rééducation de la patiente s'est effectuée en 2 temps. Au niveau de sa première rééducation, les objectifs étaient d'améliorer l'autonomie, l'alimentation et les capacités de parole. Elle a duré à peu près 18 mois. Il s'agissait de traitements conventionnels. Au niveau des résultats, on a observé une amélioration lente et régulière sur un nombre limité de fonctions. Elle a pu passer par une alimentation par voie orale avec différentes textures. Elle a retrouvé de la mobilité sur le membre supérieur droit et sur le membre supérieur gauche. Au niveau de son langage et de sa communication, il y a eu une amélioration partielle avec une augmentation de la communication non verbale avec des outils de communication de soutien, à savoir des tableaux de lettres, smartphones et tablettes. Cependant, elle reste quand même beaucoup dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne. Les cliniciens ont donc décidé de poursuivre la prise en charge et 6 mois après ces résultats, ils ont refait une évaluation et n'ont observé aucun progrès depuis la dernière fois. Ils ont remarqué encore plusieurs problèmes, comme on peut le voir sur la slide. Surtout, l'intelligibilité ne s'améliore pas, la patiente utilise encore beaucoup ses outils de communication de soutien. Il y a donc eu après un changement de la rééducation avec accord de la patiente et de sa famille. Leur but est à présent d'améliorer l'intelligibilité de la parole et de diminuer progressivement les outils de communication compensatoires.
Concernant l'expertise clinique, les cliniciens sont flexibles et n'ont pas persévéré dans leur prise en charge grâce aux résultats des lignes de base. Ils ont aussi pensé aux objectifs fonctionnels de la patiente. Alors, la seconde rééducation, elle porte donc sur la Constraint-Induced Dysarthria Therapy, où la patiente va éviter les dispositifs de soutien et sera encouragée à l'utilisation de sa communication verbale. Ils vont travailler par période définie de 3 à 6 heures par jour pendant 2 semaines et de manière graduelle. Durant 2 mois, elle n'aura pas accès aux dispositifs de soutien du réveil jusqu'à 18 heures et l'équipe soignante devra stimuler un maximum la communication verbale. Elle va bénéficier d'une prise en charge logopédique individuelle, ciblée sur la respiration, l'articulation, la phonation et la résonance, dans le but d'améliorer l'intelligibilité. Les auteurs objectivent les résultats dans cet article avec la Dutch Speech Intelligibility Assessment qui porte sur les phonèmes et les phrases. Alors on sait que c'est tout à fait pertinent et possible de le faire aussi en langue française, par exemple en demandant aux patients de lire une liste de mots ou de phrases et puis d'en calculer un pourcentage de mots correctement compris, ou encore en utilisant la batterie d'évaluation clinique de la dysarthrie. Et depuis peu, on pourrait aussi utiliser le protocole d'évaluation Monpage. Évidemment, il ne faut pas se limiter à l'évaluation de l'intelligibilité. Ici, c'est parce que c'était vraiment un des objectifs fonctionnels de la patiente. Concernant les résultats de cette thérapie, donc de base, ils étaient partis sur une durée qui est classiquement retrouvée dans la littérature, c'est-à-dire 2 semaines, et puis ils sont allés jusqu'à voir des progrès visibles et rapides sur les phrases, et donc ils ont continué pendant 2 mois. De manière quantitative, on voit que l'intelligibilité s'est plus améliorée sur les phrases que les phonèmes, puisqu'on passe de 46,7% à 64,2%. Et aussi sur l'intensité, puisqu'on passe de 64 décibels avant la thérapie à 75 décibels. Les auteurs vont aussi nous parler d'une amélioration de la fluence, mais on n'a pas de données chiffrées ni d'informations, d'une amélioration de la participation à la communication, surtout dans des situations de conversation, avec un effet observé en follow-up 12 mois post-thérapie, mais on n'a pas non plus d'informations, et une patiente qui serait plus satisfaite, et ça on peut faire directement le lien avec l'amélioration de l'intelligibilité sur les phrases. Concernant la durée du traitement, la CIT se fait de manière générale sur 2 semaines et non 2 mois comme retrouvé dans l'article. Puisque la patiente était à l'hôpital, cette durée et cette intensité étaient faciles à réaliser, mais hors hôpital, ça semble plus compliqué. Néanmoins, la CIDT montrait déjà des résultats positifs après seulement 2 semaines. Dans la thérapie vocale traditionnelle, le patient est pris en charge en moyenne 1 à 2 séances par semaine pendant plusieurs mois à plusieurs années. Cependant, des thérapies intensives à court terme ont déjà montré leurs avantages comme une meilleure motivation, une meilleure concentration, c'est plus écologique, c'est moins coûteux et il y a moins d'abandon ou d'absentéisme. L'amélioration de la dysarthrie et la satisfaction des patients sont à peu près semblables que la thérapie soit intensive ou non. Donc, dans la mesure du possible, viser un traitement plus court et plus intensif est une bonne idée, car il y a une meilleure efficacité temporelle et une meilleure rentabilité. Cependant, il sera intéressant par la suite de proposer un traitement sur du long terme pour favoriser l'autonomie du patient et le transfert de ses acquis, et ensuite, si on observe une rechute, pourquoi pas repratiquer une rééducation intensive à court terme. Il faut essayer de trouver un bon équilibre pour chaque patient et évaluer régulièrement l'efficacité. Une des limites de cet article, c'est qu'il semble être le premier à parler de la CIT appliquée à la dysarthrie. Les résultats sont donc à prendre les pincettes, même si c'est une piste, et nous avons besoin de recherches supplémentaires et beaucoup plus détaillées pour pouvoir les reproduire. Pour conclure, on voit qu'ici, dans le cas d'une dysarthrie flasque après un AVC, la thérapie basée sur la Constraint Induced Therapy semble être une piste, puisqu'on va objectiver des résultats quantitatifs principalement sur l'intelligibilité des phrases, mais aussi des résultats qualitatifs. Et donc, pour rappel, vraiment retenir 3 principes: la contrainte en fonction de l'objectif, l'intensité classiquement retrouvée, donc 2 semaines, et puis l'augmentation graduelle de la difficulté. Merci pour votre écoute, et voici nos références bibliographiques.